grand plaisir à recevoir un militant d'expérience, Yvon Serenus. Bonjour. Bonjour. Alors, Yvon Serenus, c'est l'un des cofondateurs du CNCP, du mouvement Citoyen Unité, qui a cette particularité d'avoir travaillé comme chef d'entreprise dans les services publics et qui a pendant longtemps géré dans le mouvement les questions économiques. Donc son expertise nous sera très intéressante pour comprendre la situation actuelle, mais également pour comprendre les politiques menées par le gouvernement français au niveau plus global. Alors, bonjour. Bonjour. Vraiment, je suis content de te recevoir parce que il y a beaucoup de gens qui parlent dans les micros, qui courent à la télé, mais qui ont peut-être beaucoup moins d'expérience de terrain pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est vers l'âge de 17 ans que j'ai connu la politique, si on veut dire. La vraie politique, hein, c'est pas la politique politicienne, puisque c'est dans la commune de Chelcher que j'ai connu en cette période-là Coco René Kouraï et d'autres anciens militants des partis politiques martiniquais. Coco René Kouraï, si tu permets, militant communiste qui était parmi les prisonniers de Lausanne. Oui, oui. Et c'est lui qui m'a dit un jour comme quoi il faut s'investir pour le pays. Et puis on a fait un jour, on est parti avec lui aller à Sainte-Marie pour voir du bel air, mais on était jeunes, on ne comprenait pas encore tellement. Et puis ça a duré jusqu'à pas très longtemps, mais disons 2 ans à peu près, puisque après je suis parti aller en France au niveau service militaire. Ouais. Et puis en arrivant en France au niveau service militaire, il y a eu une coupure peut-être 1 ou 2 années. Et après ça, j'ai repris contact avec d'autres militants en France, quoi. En France. Donc, tu es resté en France pour travailler après ton service militaire. Et de quelle branche étais-tu? Après service militaire, je précise, j'ai fait mon service militaire, mais j'étais déjà conscient de la question martiniquaise. Et en cette période-là, on était quasiment obligé de faire service militaire. J'ai dit, bon, je le fais puis pour ne pas avoir de problème. Parce que moi, je suis uniquement français, mais français administratif, hein, avec pièce d'identité, mais je ne suis pas français comme un français de France. Hein. Donc c'est colonisé, quoi. Colonisé, ouais, ouais. Alors, en tant que colonisé, je me suis soumis pour faire le service militaire. Et puis, par la suite, durant que je faisais un service militaire, j'ai rencontré dans un garage Peugeot en France, pour m'embaucher, mais je faisais toujours mes services militaires. Un jour, je passe et je vois un garage tout neuf qui vient de se construire. Alors, je rentre, c'était durant le mois de mars, je me rappelle bien. Et j'ai dit au gars comme quoi j'ai une formation de mécanique automobile, mais je voulais encore me perfectionner. Comme en Martinique, il y avait beaucoup de Peugeot en ce temps-là, au niveau Peugeot. Alors il m'a dit, il n'y a pas de problème, le garage s'ouvre le 1er avril. C'était en 72. Il m'a dit, le garage s'ouvre le 1er avril 72, alors je peux venir. Et puis je me suis présenté, effectivement. Et puis le garage est ouvert, c'est un garage tout neuf. Et puis effectivement, j'ai appris beaucoup de choses là, dans ce garage. Puis ils avaient... Et tu étais comme ouvrier ou comme apprenti? J'étais pas... en ce temps-là, j'étais comme ouvrier P1. Il y avait P1, P2, P3, puisque j'avais pas donc, encore... salarié, tu n'étais pas en tant qu'apprenti? Non, non, j'étais là comme salarié. Salarié, mais j'étais pas encore vraiment aguerri
le métier, effectivement. Voilà, et puis je suis resté quelques années là, et puis par la suite, vu les événements qui s'est passé au niveau de logement, parce qu'en ce temps-là, j'habitais dans une petite chambre de bonne, et puis je voulais avoir un autre appartement, quoi. Et le 1% patronal d'entreprise et la CGT m'a... Ah non, parce que je fais de la parenthèse, parce que tu as plongé tout de suite dans la vie syndicale. Tu t'es intéressé à la vie syndicale pendant que tu étais... Oui, quand je suis entré au garage, ils ont créé une section CGT français, et alors je me suis inscrit. Ah bon, CGT français. Et puis, là, ils m'ont proposé un logement. Ils m'ont dit qu'il y a un endroit qui a un logement à louer. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais y aller. Et puis, quand je me suis présenté, j'ai sonné comme ça. La propriétaire, j'ai juste appelé avant, dans la matinée. Elle m'a donné rendez-vous l'après-midi vers 14 h. Alors j'ai demandé de sortir, on m'a laissé de sortir pour aller pour visiter le logement. Et puis en arrivant, je sonne dans l'appartement de la propriétaire. Elle me dit, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai appelé ce matin pour logement. Et quand j'ai dit ça, elle m'a dit, non, 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 monsieur, je ne loue pas de logement. Hein. J'ai dit, mais j'ai appelé, il me dit, non, pas pour vous, allez-y. Allez-y. Ouais. Et ça m'a énormément. Puis à l'armée, on a trouvé des petits problèmes de racisme, même des problèmes assez importants. Mais là, ça m'a... Et puis à l'armée, on était en groupe. On était peut-être une vingtaine de Martiniquais et de Guadeloupéens qui étaient concernés. Mais là, c'était personnellement... Ouais, et puis quand on est vraiment jeune, on ne comprend pas, on ne voit pas pourquoi. Puis on ne pense pas qu'on a une peau différente, on est des êtres humains. Ouais. Et puis... là, la dame m'a dit non, non, c'est pas possible. Et là, de la France. Et ça existe aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Toujours. Et là, je suis parti. J'étais pas loin, mais tout près. Mon frère travaillait un peu plus loin. J'ai été le voir pour lui expliquer ça. Et le jour que j'ai été le voir pour lui expliquer ça, il y a eu son chef qui était là. Alors le chef me dit, mais c'est pas possible. Le chef, c'était un blanc. Hein. Il me dit, mais il y a des gens comme ça toujours en France. J'ai lui expliqué. Alors il m'a dit, bon, si tu veux un appartement, il y a un concours là pour entrer à la poste, ben, il suffit de passer le concours et puis tu as l'appartement tout de suite. Et puis il m'a donné un dossier à remplir, je l'ai rempli. Et puis ça se passait peut-être au début de l'année, je ne me rappelle pas bien. Et puis quelques mois après, ils m'ont convoqué pour passer concours. Ça s'est passé à Vaugirard, en France. Vaugirard, je crois, c'est par le 14e. Et puis là, ça s'est bien passé. Et puis je me suis retrouvé comme mécanicien à la Poste. À la Poste. Ouais, et j'ai eu un appartement. Le jour que j'étais embauché à la Poste, et en ce temps-là, ça s'appelle le bureau d'ordre. Et le bureau d'ordre m'a dit, est-ce que vous avez un appartement? J'ai dit, pas encore. Ils m'ont rempli une feuille. Et tout de suite, j'ai eu un appartement. Voilà. Et donc là, tu restes un certain nombre d'années à travailler comme mécanicien pour la Poste. Ouais. Et puis après... Toujours syndiqué, bien sûr. Oui, toujours syndiqué. Et puis, mais c'est toujours syndicat à la CGT, hein, puisque c'était la CGT qui avait... C'était la plus à gauche. La plus proche de ce que je pensais. Et puis par la suite, à la fin des années 70, je retourne en Martinique. Et puis je fais une création artisanale, réparation automobile.
Donc là, tu te lances de la petite entreprise. La petite entreprise. Et puis, par la suite, avec un autre copain, on a fait une société, un SARL. Et puis, bon, ça marchait assez bien, hein, il n'y avait pas de problème. Et puis, par la suite, il y a eu une expropriation du lieu qu'on était, parce qu'on louait le terrain, mais le terrain n'était pas à nous. Et ils ont exproprié pour faire 2 voies sur un départemental. Ah oui, de Bouchette-la-Montagne. De Bouchette-la-Montagne. Ouais. En entrée Sao, exactement, du côté de Texikoa. Et à ce moment-là, mon associé, je lui ai dit, bon, on cherche un autre terrain. Il m'a dit, ça l'a découragé, il ne voulait pas continuer. Et quand il ne voulait pas continuer, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste là pour voir. Et puis, en même moment, la Poste me dit, je fais toujours partie du personnel, qu'est-ce que je fais? Et en même moment, mes 2 filles partaient en France pour les études, alors on est parti. Il y a quand même un moment où tu as créé un commerce de pièces détachées. Oui, c'est juste après. Juste après. Donc, vous repartez avant. Oui, c'est juste après ce commerce-là, on est reparti en France. Et puis, j'ai intégré la Poste. Et puis, jusqu'à maintenant, je suis à la Poste pour quelques mois encore. Et puis, mais, durant toutes les années, les 19 années dès le départ, depuis en fin des années 70, j'ai connu la ligne des ouvriers paysans et je me suis intégré. Il y a eu pas tellement le journal, mais la radio, j'ai participé dans... On va revenir sur cet aspect-là, si tu veux bien, tout à l'heure. Mais j'ai donné l'aspect professionnel. Oui, c'est justement pour ça que je voulais terminer sur ça. Parce que cette expérience-là de militant syndical et de chef de petite entreprise, en même temps que tu fais ton parcours politique, te permet d'être ancré dans la réalité. Et je me souviens que tu avais souvent l'occasion de parler de la pression fiscale, des contraintes administratives qui sont vraiment un obstacle au développement des petites entreprises. Est-ce que tu peux... Oui, c'est ce qu'on a... C'est beaucoup d'artisans ont pu constater. Les lois, en général, la fiscalité, les réglementations ne sont pas adaptées à notre réalité martiniquaise. Puisque même au niveau technique, au niveau de la réparation automobile, c'est ce qu'ils demandent bien souvent, c'est pas adapté à notre topographie, c'est pas adapté à notre géographie. Il y a la question de l'humidité, il y a beaucoup de côtes, il n'y a pas tellement de plats, et ça pose des problèmes. Dans tout ce qu'on fait en Martinique au niveau artisanal, je parle notamment dans l'automobile, c'est inadapté à notre réalité. Alors il y a une chose qui m'intéresse aussi, c'est que quand je me rappelle les files de voitures qui attendaient, tu avais une réputation d'être assez efficace. Et d'autres garagistes comme toi-même me faisaient constater que les normes, la façon de réparer les automobiles par les Martiniquais n'est pas tout à fait pareille. C'est-à-dire qu'on va trouver une pièce de notre voiture, il y a une plus grande capacité d'adaptation aux problèmes qui se posent dans le véhicule. Est-ce que tu confirmes? On est obligé de s'adapter parce que les pièces détachées en Martinique, c'est quasiment 60%. En gros 60% plus cher que la France. Et ici, la réparation, ils veulent des réparations, mais les clients n'ont pas la capacité de financer des pièces 60% plus chères. Donc, on arrive à trouver il faut trouver des modalités, mais sans mettre en cause la sécurité des automobilistes, quoi. Voilà. Si
par exemple, les freins de la voiture, il y a le système hydraulique il y a une fuite là-dedans. Si on a la possibilité de mettre des joints dans le système hydraulique, parce que c'est des joints qui se vendent, hein. Si on a la possibilité de mettre des joints pour baisser le coût, au lieu d'acheter des cylindres toutes neuves, eh bien, on met des joints à la place pour baisser le coût de la facture, parce que bien souvent les clients ne pouvaient pas payer la réparation. Oui. Et aujourd'hui, ça se pose beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus criante, puisqu'il y a la question contrôle technique. Au départ, que je faisais artisan dans l'automobile, il n'y avait pas encore la question contrôle technique. Eh bien, là c'est une pompe Afrique. Oui, maintenant, il y a 460 ou peut-être même plus. Oui, et puis il y a des points qui, technologiquement, avec les moyens technologiques, ils peuvent définir bien, c'est que c'est... Mais il y a des points, c'est le contrôleur qui, d'après son appréciation, qui dit non, on ne peut pas laisser ce point-là passer. Par exemple, ici un petit trou sous l'aile, par là oui, il peut comprendre, mais il peut dire non, et si j'ai un contrôle, et puis il voit ça peut passer. C'est un peu aléatoire, certains points, et justement, c'est ce qui pose vraiment problème. Au début, il y a quelques mois, il y avait la question des vitres teintées. C'était le contrôleur qui... bon, maintenant, ils ont trouvé des moyens technologiques pour flasher les vitres teintées pour savoir si c'est encore... Si c'est dans les normes, et bien si ce n'est pas dans les normes. Il y a la question des phares. Depuis quelques années, les constructeurs construisent les phares des voitures qui deviennent un peu opaques. Et au fur et à mesure, et puis surtout, on est dans un pays à beaucoup de soleil. Et ils n'ont pas pu résoudre ce problème-là jusqu'à maintenant parce qu'ils n'ont plus le droit de mettre des phares avec des vitres en verre, puisqu'en cas d'accident, c'est dangereux. Eh bien, ils n'ont pas pu résoudre ce problème-là jusqu'à maintenant. Eh bien, il paraît qu'il y a des appareils pour contrôler l'opacité. Mais ça existe pas. Mais tout ça aggrave les dépenses pour l'automobiliste qui est déjà en difficulté. Mais il y a un autre aspect, il me semble que c'est toi-même qui nous en parlais, avec la généralisation de l'informatique, des pièces, ça devient très compliqué pour un petit garagiste de s'équiper pour maintenant on ne peut plus diagnostiquer les pannes à l'oreille, ni au bruit, ni... Ben, c'est auparavant, c'était au bruit, c'est la façon que on pouvait diagnostiquer. Mais maintenant c'est fini. Maintenant, si c'est les freins qui coulent, bon, c'est pas pareil. Mais maintenant, la voiture, depuis très longtemps, hein, ils ont rajouté, il y a environ 35 ans, ils ont mis des semi-conducteurs sur les voitures. Commencé par l'alternateur. Avant, il y avait un dynamo. Un dynamo, c'était un bobinage avec 2 balais qui chargeaient la batterie. Mais après ça, ils ont mis des semi-conducteurs dans l'alternateur. Et depuis, ça a été comme ça, du salat d'image électronique. Et puis maintenant, la voiture est totalement informatisée. Alors, on ne peut pas réparer si on n'a pas un équipement spécifique, et bien souvent pour chaque marque. Bien souvent pour chaque marque. Et il faut une mise à jour sans arrêt, parce que la voiture même se met en mise à jour, et il faut une mise à jour de ces appareils-là. Et bien souvent, les constructeurs, notamment les constructeurs allemands, ils gardent les données pour eux. Ils gardent les données pour eux, c'est très difficile pour avoir les données. Il faut un abonnement
un abonnement, eh bien, il faut tricher, c'est pour avoir les données. Et si on n'a pas les données, on ne peut pas diagnostiquer. C'est la société. Bon, j'arrête sur cette première partie, on pourrait continuer longtemps, on aura l'occasion de faire notre émission. Mais pour aborder les leçons que tu tires sur l'évolution du système économique, du système capitaliste, des relations entre les salariés et les grands groupes. Par exemple, toi qui as travaillé dans la Poste, que penses-tu des tendances actuelles en matière de privatisation? Qu'est-ce qui est derrière la tête des gouvernements? Est-ce que ça va dans le sens des usagers? Parle-nous un peu de ton analyse concernant l'évolution des rapports salariaux patronat au sein des services publics. Oui. Avant, je voulais parler du... pas l'histoire, mais le système néolibéral qui est... en France, il dit la Première Guerre mondiale, c'est en 14. Mais il y a beaucoup d'historiens. Aujourd'hui, ils parlent de la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup plus vieux que ça. Il y a 700 ans, quand la France, l'Europe a pu déclarer la guerre à l'Afrique. Hein? Parce que ce n'étaient pas des braves commerçants qui étaient en Afrique pour faire la traite. Hein? Et ils ont été en Afrique avec des armes peut-être technologiquement un peu plus avancées que les Africains. Et c'est comme ça, c'était déjà en germe. Oui. Si on parle de guerre mondiale, effectivement, c'est pas entre deux pays européens qui... Oui, absolument. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là, ils ont... c'était déjà l'idée... Parce que la guerre, c'est une idée de libéralisme. Et on va ailleurs pour piller les autres. Hein. Les guerres, c'est ça. C'est là qu'ils ont démarré ça. Et là, c'est mis en place, depuis cette période-là, l'érocentrisme. Et là, parce que le libéralisme politique, c'est la France, depuis vraiment vers le XVIIe siècle, le libéralisme politique. Et le libéralisme économique, c'est un truc beaucoup plus anglo-saxon. Et ça, c'est un truc qui s'est mis en place en Europe. Hein. C'est une idée européenne. Et puis aujourd'hui, ils ont finalisé tout ça par le libre-échangisme au niveau financier et commercial. Quoi. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que les rapports... la question que tu as posée sur les rapports entre les ouvriers on peut les comprendre à travers cette logique, c'est une logique du libéralisme, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Même la guerre 14, il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui ont été... Moi, j'ai un oncle qui est mort en Belgique par un coup de baïonnette. La guerre 14, il avait 20 ans. Hein. Mais il est parti en France, d'après ce que mon père m'a dit par sa mère, comme quoi il est parti pour défendre la patrie. Hein. Oui. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que cette guerre-là n'était pas... on pouvait s'en passer, mais il fallait vendre les armes. Il y avait des constructeurs d'armement qui fallait vendre les armes, mais la guerre 14-18 a été faite. Hein. Alors c'est dans cette même logique-là. Alors aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, le système néolibéraliste libre-échangiste qui a été mis en place, on voit ça, c'est ce qui se passe en France. Hein. C'est la déréglementation, la dérégulation de tout.
On prend le Code du travail, quand ils enlèvent certains droits, et c'est pas en France seulement, c'est partout dans le monde, hein. Ils enlèvent des droits dans le Code du travail. Eh bien, qu'est-ce que les travailleurs peuvent dire maintenant? Mais on n'a plus de droits, mais on n'a plus de devoirs aussi, hein. Enfin, moi, je vois cette solution-là. Si on a des droits, on a des devoirs, mais on n'a pas de droits. On n'a pas de devoirs. Eh bien, la déréglementation aujourd'hui, je prends Macron a créé, Sarkozy avait créé la rénovation du service public. Le nom n'est pas cela, mais Macron, il a créé le PAC, c'est Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Mais lorsqu'on regarde ce qui est là-dedans, c'est uniquement de mettre beaucoup plus des gens dans les entreprises, les grandes entreprises, dans la précarité. Je prends par exemple dans les salariés. Des salariés, oui. Et quand il y a la précarité dans les entreprises, c'est bon pour la finance internationale, mais c'est très mauvais pour l'économie. Et ce plan-là, c'est pas fait pour l'économie, c'est fait pour la finance internationale, parce que du moment qu'ils disent les entreprises sont en croissance, eh bien, à la bourse, ils peuvent jouer comme ils veulent. Et la bourse regarde dans les grandes entreprises combien de personnes qui ont des contrats en CDI et combien ils ont des contrats en précarité. Plus les salariés sont en situation précaire, plus à la bourse ça fonctionne. Les actions montent à la bourse. Les actions montent à la bourse. Et c'est pas les travailleurs qui bénéficient à la bourse. C'est ce qui bénéficie, c'est les actionnaire. Et c'est pourquoi c'est un plan de croissance d'entreprise, mais c'est un plan de pauvreté et de paupérisation et de baisse de pouvoir d'achat pour tous ceux qui dans ces conditions-là. Dans l'entreprise que je travaille, eh bien, depuis qu'ils l'ont privatisé, bien que c'est l'État qui a 100% des actions, l'État a, je crois, 70% et la banque de dépôt 30%. Mais la banque de dépôt, c'est l'État. Alors, en fait, l'entreprise, globalement, reste avec ses capitaux d'État, mais les filiales qui travaillent sont privées, sont indépendantes et ils font beaucoup appel aux sous-traitants. Oui, sous-traitants, mais ils n'embauchent plus de fonctionnaires non plus, puisqu'ils ont un statut privé. C'est l'État qui a une entreprise privée. C'est quelque chose qui est peut-être incompréhensible, mais c'est ça. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Depuis, ils n'embauchent plus des fonctionnaires. Par la suite, ils ont embauché des gens en CDI. Et bien là, ils n'embauchent plus en CDI. Où est-ce que je suis là? On est environ à 150. Eh bien, ils n'embauchent que des personnes en CDD, des contrats de 3 mois. Des moments, ils arrivent à faire un contrat de 18 mois. Et 3 mois. Mais tu disais tout à l'heure les répercussions sur la société, parce que une banque ne fait pas de prêt à quelqu'un qui est en CDD. Non. Donc, si tu veux construire une maison, si tu veux même avaliser un appartement pour ton fils qui va faire des études en France, ça ne marche pas. Oui, mais là, dans le projet de finance 2018, ils vont commencer à réfléchir pour faire des prêts pour les gens qui sont en CDD, puisque effectivement ça commence à leur poser des problèmes. Parce qu'il y a déjà en France un nombre trop important de personnes qui sont en CDD. Puis ces gens-là, ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour continuer à faire fonctionner le système, parce qu'on est dans ce système consommation. Et alors, sur le plan des individus, des travailleurs,
Le truc de pacte de Macron là, ça va engendrer une baisse du pouvoir d'achat important pour l'ensemble de la société. Bon, à part ça, il y a eu la baisse de dépenses publiques qui veulent supprimer sous l'APL, sur les logements, sur les personnes âgées, handicapées. C'est un plan de saccage social. Alors, ça m'amène à la troisième partie au troisième thème que je voulais aborder avec toi. Ton regard sur la situation économique et sociale en France aujourd'hui. On peut prendre des aspects d'Europe, mais en France, on dirait que les syndicats, que les gens commencent à bouger. Oui, ça commence à bouger, mais sous le libéralisme, je voulais rajouter juste sur la question de la pollution. Ouais. Ce système, le libéralisme, ça va entraîner destruction de beaucoup de choses au niveau pollution, puisque c'est dans le gène même du libéralisme. C'est laisser faire, laisser courir. C'est ce que je disais tout à l'heure là. S'il n'y a plus de loi, les gens n'ont pas le devoir. Même s'ils ont le devoir, mais ils vont tricher. C'est ce qui s'est passé chez Volkswagen. Ça a engendré une pollution énorme qui, jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas même mesurer des conséquences. Parce qu'il n'y a pas eu uniquement Volkswagen, il y a eu les autres constructeurs. Et le libéralisme appelle au banditisme de laisser faire au nom de la croissance. De la croissance. Eh bien, même chez nous, hein, le chlordécone, eh bien, c'est une forme de libéralisme. Ils ont été construits une usine, ils ont fait toute une magouille pour, parce que bien souvent, ces gens-là savent bien comme quoi ils sont pas condamnés. Hein. Voilà. Alors, cet aspect-là, et dans le libéralisme, le libre-échangisme, c'est très néfaste. C'est même chaotique pour la planète. Tous les produits dans le libre-échangisme si par exemple on mange quelque chose ici, c'est produit en Asie, c'est des produits qu'on peut produire en Martinique. Mais ça ne vaut pas le coup, puisque dans le libre-échangisme, ça peut fonctionner avec des pays qui ont les mêmes législations, tout ça, économiquement ça s'équilibre. Mais quand on prend un pays qui est totalement déséquilibré, par exemple en Europe, et puis l'Asie, et les États-Unis et l'Amérique du Sud, eh bien, ce forme de libre-échangisme-là, c'est juste pour baisser, pour faire ceux qui commercent de gagner beaucoup plus d'argent. Mais c'est très dangereux pour la planète. Alors, on a bien compris, les populations sont précarisées, la planète est en danger, donc il faut arrêter ça. Et, donc je reviens à ma question, est-ce que tu as le sentiment que les peuples bougent, que les syndicats reprennent du poil de la bête contre les politiques de Macron, par exemple? Oui, mais pour l'instant, le libre-échangisme, ben, ils ont peut-être pas fini. Parce ils ont bien cadré la chose, ils ont tous les médias leur appartiennent, quasiment, même les médias alternatifs, ils arrivent à maîtriser. Et ça ne sera pas si facile que ça. On a vu comment Macron est venu au pouvoir en France. Il est venu au pouvoir, c'est quelqu'un, les banques ont mis là. Hein. Autrement dit, tu nous dis qu'il faut désespérer de la révolution. Non, il ne faut pas désespérer, on va y arriver. Mais
il faut continuer à mon avis, il n'y aura pas l'explosion peut-être qu'on croit, mais le système même, comme c'est un système qui est pas naturel et qui est totalement dérégulé, et ce système-là va s'effondrer sur soi-même et sur elle-même. On ne peut pas... tous les systèmes qu'on a vus, économiques, machin, et social, c'est toujours effondré sur soi-même. Oui. Et ce système-là, et qu'est-ce qui va le faire effondrer sur soi-même? C'est l'activité des peuples, des Martiniquais, des Boliviens, des Vénézuéliens, machin, parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passe déjà aux États-Unis, Trump fait il essaie d'attaquer l'Iran, il commence à déstabiliser l'Europe en attaquant l'Iran. Le système commence à s'effondrer sur soi-même. Mais quand même, il résiste par la manipulation. On prend l'exemple de c'est ce qui s'est passé au Venezuela. Le système, comment il continue à perdurer maintenant, dès qu'il y a un pouvoir économique et social dans un pays qui veut le partage, eh bien, il démontre ça. Et ça ne va pas durer éternellement, parce qu'en Venezuela, Chavez avait instauré le partage dans l'éducation, dans la santé. Et le peuple vénézuélien a fait un bond de plusieurs années sur l'éducation, sur la santé. Et les États-Unis... En matière de pauvreté. En matière de pauvreté, dans oui. La propagande, ils s'interviewent beaucoup d'opposants, on n'a pas ceci, on mange. Mais avec l'arrivée des chavistes, c'est des millions de gens qui sont sortis de la pauvreté. Et notamment les États-Unis et tout le système qui est autour de lui, autour des États-Unis, ils ont décidé pour que le système puisse pas s'effondrer, il faut massacrer le Venezuela. Ils ont pris M. Capriles, ancien agent de la CIA, et puis ils ont fait tout pour déstabiliser ce pays. C'est un pays qui a été massacré, le Venezuela. Et bon, ils ont le Brésil. Il faut être lucide, il faut regarder tous les pays qui sont d'accord pour que leur peuple puisse avancer dans cette voie de non-libéralisme et que les peuples puissent avoir l'éducation, la santé, sortir dans la pauvreté. Eh bien, ils déstabilisent ces peuples-là. Bien souvent, bientôt, ça sera Morales. On voit c'est ce qui se passait avec l'Arabie Saoudite, avec le pays, l'Arabie Saoudite, entre bombardement. Et le Yémen, parce que les Yéménites ne voulaient pas un pays comme l'Arabie Saoudite. Et ils ne voulaient pas, les Yéménites, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que leur pays fonctionne, qu'un système de bédouins, et pas comme l'Arabie Saoudite. Eh bien, non. Alors, ça m'amène au dernier point que je vais voir avec toi, c'est ton regard sur la Martinique. Alors, on rappelle pour les téléspectateurs et les téléspectatrices que dès l'origine du mouvement ACP en unité, la création du CNCP, tu es là, tu as été responsable du CNOE, Centre national d'organisation économique, qui faisait les premières expériences de réseau économique alternatif. Tu as été l'un des organisateurs de la glorieuse lutte de Bochette, mais aussi à Rivière-Salée, etc. Tout en restant très modeste. Tu n'es pas de ceux qui courent derrière les micros. Mais quand même, tout ce parcours-là peut te permettre de nous donner ton regard entre ce moment-là où notre mouvement a commencé à militer et aujourd'hui. Comment tu qualifierais la situation politique d'aujourd'hui? Quel est ton regard sur le mouvement de libération? Parle-nous de la Martinique. Oui, dès le départ, c'est ce qu'on a
discuté entre nous, qu'est-ce qui s'était mis en place, c'était priorité à la formation et l'éducation. Dès le départ, c'était ça. Et puis, on a fait ça durant plusieurs années. Moi, personnellement, au niveau économique, je me suis intégré en tant qu'artisan dans l'Ecnoé. Et on a eu plusieurs artisans qui étaient affiliés à l'Ecnoé. Et à un moment, c'était venu un peu lourd. Puis ce serait maintenant, avec l'informatique, ce serait plus facile. Je l'avoue. Et à un moment, c'était devenu un peu lourd et on n'a pas pu continuer. Mais ça a apporté énormément dans la mentalité de regroupement des artisans. Et en ce temps-là, je faisais partie de la chambre de métier. Et il y a eu des regroupements qui étaient faits dans la chambre de métier. C'est cette idée-là que j'ai pu porter à la chambre de métier. Il y a eu des regroupements qui ont été faits dans ce sens-là. Et il y a beaucoup d'artisans à cette période-là qui a pu avoir une stabilité clientèle par rapport au Noé, puisqu'il y avait tout un réseau qui travaillait. Et aujourd'hui, c'est pourquoi, moi personnellement, la question réseau, c'est quelque chose qui est important pour notre pays. Puis si on prend le Japon, après la guerre, le Japon a pu remettre l'économie japonaise en place par ce système, par la cohésion nationale. Par la cohésion nationale et un travail de fourmi. Et aujourd'hui, on voit... Les choses progressent de ce niveau quand même. Je pense au réseau, marché, Mana, etc. C'est effectivement ça progresse. Donc ça, c'est sur le plan économique. Et ça devient d'autant plus nécessaire que la crise de 2009 l'a révélé. L'économie en bang-bang. C'est-à-dire que c'est vraiment que même les aides sociales qui servaient de pompes, de soupapes de sécurité sont attaquées. Il y a une vraie misère dans le peuple et qui pousse à davantage d'initiatives et de solidarité. Oui, là aujourd'hui, je pense pas aujourd'hui seulement, mais dans l'avenir, il faut qu'on puisse compter sur nous-mêmes. Beaucoup plus, parce que les choses viendront très très difficiles, le pouvoir d'achat diminue, et les produits vont devenir de plus en plus chers, puisqu'il y a un regroupement des produits, des grandes surfaces. Concentration. Auparavant, ce n'était pas possible. Mais comme on est dans un monde totalement libéral, eh bien, il y a des concentrations qui se fassent. Alors, après, la personne, c'est à lui, il fait le prix qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Alors, durant cette période-là, par l'Ecnoé, on a pu mettre en place les premiers grands marchés itinérants. Qui, aujourd'hui, je pense, il faut continuer dans ce sens-là pour que les producteurs martiniquais puissent produire des produits de qualité et de les écouler aussi. Et ça peut ramener dans l'éducation aussi. L'éducation nationale doit faire un travail, c'est pas peut-être dans l'objectif du colonialisme, mais doit faire les enseignants doivent faire un travail auprès des enfants pour qu'ils puissent valoriser les produits martiniquais, puisque, à mon avis, ça sera difficile. Hein. Et alors, concernant la politique, j'ai rappelé les débuts du mouvement, on a vu un très grand essor du mouvement de libération, revendication culturelle et tout. Et on a l'impression que ces dernières années, l'assimilationnisme est revenu en force. Beaucoup d'anciens indépendantistes se consacrent à la gestion, luttent même contre les organisations indépendantistes. Quel regard as-tu sur ça? C'est pourquoi, au début, j'ai bien précisé, on avait comme objectif l'éducation et la formation.
Et la question électorale, les élections étaient en second plan, puisque on s'est toujours dit un peuple qui ne peut pas expliquer certains phénomènes ne pourra pas aller vers la libération. Et durant toutes les années 80-90, même partie 2000, on a eu des militants qui fonctionnaient sur ces bases-là qu'on avait mis en place. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur le Lamentin et Rivière-Salée pour mettre en place le comité populaire du Lamentin, pour mettre en place le comité populaire Rivière-Salée et certaines parties du Sud, avec des camarades sincères. Et ces camarades-là, aujourd'hui, je ne dis pas ici, ils ne sont pas sincères, mais ils ont créé une autre ligne. Ce n'est pas la même ligne qu'on avait mis en place. C'est notre ligne qui s'est apparue, notre ligne qui est beaucoup plus électoraliste. Peut-être qu'ils voulaient... Ils ont dit, bon, peut-être on a travaillé déjà peut-être une bonne trentaine d'années dans la formation et l'éducation. Ils aspiraient à autre chose peut-être. Ouais. Et puis ils ont dit, bon, on va se consacrer beaucoup plus à les élections. Mais moi, personnellement, je dis, ils se sont fourvoyés. C'était une erreur qu'ils ont fait monumentale. Et je ne dis pas que c'est une trahison, mais c'est un peu ça. Parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient dit au début. Et le peuple martiniquais a très mal compris ce qu'ils ont fait. Et ça nous a amené dans toute une... là aussi, mettre la division, on a récolté la division. Et ça a amené ça. Et c'est des gens on parlait de cohésion. Et en même période, on voulait renforcer la cohésion du peuple martiniquais. Et c'est à ce moment-là, ils ont trouvé d'une manière qu'on ne s'attendait pas. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Pour puisse partir sur d'autres bases qui n'étaient pas la base qu'on avait mis en place, l'idéologie qu'on avait mis en place au début. Mais alors, toi qui a une position de sage à l'extérieur, est-ce que tu penses que ça a affecté vraiment la ligne sur laquelle le mouvement s'est engagé? Est-ce que ça a vraiment mis des bâtons dans les roues, ou bien est-ce que le combat a continué oui, avec la même conviction et les mêmes espérances? Le combat continue, mais effectivement, il ne faut pas nous cacher derrière ça. Ça a mis... on a fait un grand bond en arrière quand même, hein, puisque avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et dans les collectivités, enfin, il y a une seule collectivité là maintenant, mais même dans les collectivités des maires, tout ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qu'on prônait avant, eh ben, les Martiniquais, ils réfléchissent énormément. Moi, je rencontre beaucoup de personnes, ils me disent il y a eu beau temps et puis il y a le mauvais temps maintenant. Au niveau avancé, pour sortir dans le colonialisme, moi je pense que idéologiquement on a reculé énormément. Puisque vu ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui me disent mais la caille a assez plein nous lutter, ça qu'a fait, mais c'est pas possible ça. Hein, il y avait, moi je ne pensais pas que le peuple martiniquais nous faisait une telle confiance. Il nous faisait confiance, même s'ils étaient, ils regardaient bien un parti martiniquais, nous regardaient pas de loin, mais ils observaient, mais ils nous faisaient énormément de confiance.
comme si c'est... Donc en fait, la trahison les a déçus. Les a déçus. C'est comme si c'est un parti du peuple martiniquais qui attendait que l'heure. Ils attendaient, ils disaient, il y a une organisation là, assez pléronolité en réserve, quoi. Hein? C'est eux qui peuvent nous sortir dans les difficultés qu'on va retrouver. Et voilà, de seul coup, il y a des camarades qui n'ont pas compris ça. Ils se sont lancés dans la gestion du système. La gestion du système, ce n'est pas ça qui va nous libérer. Hein. Bon, on ne va pas rester plus longtemps sur cet épisode malheureux. Malheureux, voilà. Et oui, puisque de toute façon la lutte continua. Ouais. Et donc, je vais te demander si tu as un message à communiquer aux Martiniquais, aux jeunes, quel serait ce message-là pour conclure l'émission? Oui, moi je dis, il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui croient en Martinique toujours, et il faut continuer à y croire. Et il ne faut pas tomber dans l'inadmissible, puisque on peut défendre l'inadmissible, mais quand je dis l'inadmissible, il faut qu'on puisse rester raisonnable. On sait, aujourd'hui chez nous, il y a beaucoup de personnes qui sont ailleurs et qui sont là, même s'ils sont colonialistes, même si c'est le colonialisme qui les envoie, il faut qu'on puisse rester raisonnable pour qu'on puisse aller vers quelque chose de beaucoup plus homogène. Si parmi ces gens-là, ils veulent se mettre à côté du peuple martiniquais, ça sera une très bonne chose. Mais s'ils ne veulent pas nous mettre à côté du peuple martiniquais, eh bien, ils peuvent rester là, mais au niveau marginal, et sinon, ils peuvent repartir. Alors, c'est ça. Et puis, il faut croire en nous. On a la possibilité de continuer le travail pour remettre en place tout ce qui était massacré, puisque je dis c'était une forme de destruction. Je ne sais pas c'était dirigé par quoi, mais cette destruction-là qui s'est passée, on a la possibilité, avec du mal, hein, mais je sais on a la possibilité de redémarrer. Et puis, il ne faut pas avoir... il faut savoir les choses vont des moments dans le système des sociétés tellement vite, peut-être quelque chose peut faire renverser la situation. Alors il faut déjà les militants qui sont plus déterminés, il faut qu'on continue à mettre en place les éléments en place pour que le jour où il y a le petit déclic qu'on est là, pour qu'on puisse porter soutien au peuple martiniquais. Eh bien, Yvon, je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci. Nous aurons l'occasion de nous retrouver sur Route TV. Et sur le terrain. Et sur le terrain surtout. Oui, merci. Senti que nous blindons.